Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour cette édition de la soirée. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce samedi 12 octobre. Séminaire de formation pour les agents commerciaux de la société de télécommunications djiboutienne, Djibouti Télécom. Et dans l'actualité internationale, avec cet accord partiel conclu entre la Chine et les États-Unis concernant la guerre commerciale qui oppose les États-Unis d'Amérique et la Chine. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le gardien de deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a adressé aujourd'hui un message de condoléances au président de la République Ismaïl Omar Guelleh suite au décès de son frère cadet Saad Omar Guelleh. Le roi Salman a écrit: Je vous présente, monsieur le président, mes sincères condoléances et je demande à Dieu Tout-Puissant, donc de sa miséricorde et de son pardon, d'accueillir votre défunt frère et de vous préserver de tout mal. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. De son côté, le prince héritier Mohammed Ben Salman donc Al Saoud a transmis un message similaire au président de la République Ismaïl Omar Guelleh suite au décès de son frère cadet Saad Omar Guelleh. Le prince héritier a imploré Dieu Tout-Puissant d'accueillir le défunt Saad Omar Guelleh dans son paradis éternel et a présenté ses condoléances les plus attristées au président de la République, à la famille du défunt. Le président de la République également continue de recevoir des messages de condoléances et de sympathie suite au décès survenu lundi dernier de son frère cadet et directeur général du port de Djibouti, Saad Omar Guelleh. C'est ainsi que le président yéménite Abdurabbo Mansour Hadi présente ses condoléances les plus attristées au président de la République, à sa famille, les proches et amis du défunt directeur général du port de Djibouti, Saad Omar Guelleh, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et sur le plan national, le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Adan Migane, adresse donc un message similaire. Dans son mot, donc, il a précisé qu'il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez. Je tiens au nom du local, au nom des Assajouk et en mon nom propre à vous exprimer mes sincères condoléances en ce moment douloureux. Nous partageons votre chagrin en ce moment difficile. Nous appartenons à Dieu et vers Allah le miséricordieux nous retournons. Qu'Allah te donne la force et la patience d'affronter cette épreuve et qu'il accorde sa clémence et sa miséricorde aux défunts. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous et soyez assurés de notre soutien le plus sincère. Fin de citation. Je vous le disais en titre, dans le cadre du projet de décret portant sur le nouveau tarif du réseau 4G abordé lors de la 16e séance du Conseil des ministres, Djibouti Télécom a organisé ce matin au Palais du Peuple un séminaire de formation pour le personnel commercial de Djibouti Télécom. Ce séminaire a été présidé par le directeur commercial de Djibouti Télécom, Mohamed Omar Wabari, ainsi que des hauts responsables de la société de Djibouti Télécom. Outre des officiels, ce séminaire s'est déroulé en présence de l'ensemble du personnel commercial de Djibouti Télécom, venu de la capitale et des régions de l'intérieur. L'objectif principal de l'organisation de ce séminaire de formation organisé en plein week-end est de pouvoir permettre à l'ensemble du personnel commercial de maîtriser les nouvelles offres 4G+, pour mieux servir les clients, mais aussi adopter des changements pour une meilleure prise en charge des clients dans les agences commerciales. Écoutons donc à présent le directeur commercial qui a précisé que ce projet a pour objectif d'une part d'améliorer la qualité de service pour les usagers et d'autre part de lutter contre la fracture numérique et maximiser l'accès au réseau 4G+. Écoutons. Chers collègues, communiquer est un besoin fondamental. À Djibouti Télécom, notre métier est de permettre à tous les Djiboutiens, aux entreprises, aux administrations, aux écoles, hôpitaux, de communiquer et de s'innover grâce aux nouvelles technologies.
autant dire que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, au service de la société djiboutienne dans son ensemble, et que nous devons nous remettre perpétuellement en cause pour adapter continuellement notre politique commerciale. C'est un enjeu majeur de développement pour notre entreprise. Ainsi, dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'abordabilité des services de télécommunications, conduite par son Excellence le Président de la République et exécutée par le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, est passé le mardi 8 octobre en Conseil des ministres un projet de décret portant sur les nouvelles tarifications des services 4G+, dont l'objectif principal pour Djibouti Telecom est de répondre aux préoccupations de la population sur les questions tarifaires et le mode de consommation des services 4G+. Notre séminaire d'aujourd'hui, qui réunit, je pense bien, je n'ai pas compté, l'ensemble des commerciaux, tous profils confondus, a deux objectifs principaux. D'abord, maîtriser les nouvelles offres 4G+, pour mieux servir les clients. Alors je disais tout à l'heure un enjeu majeur, parce que si nous maîtrisons tous, ça voudrait dire que chacun, en ce qui le concerne, sera capable de transmettre convenablement, de convaincre et enfin de bien servir son client. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cet atelier de formation au logiciel Scratch. Une quarantaine d'enseignants et des formateurs du centre de formation de l'enseignement fondamental suivent cette formation qui a été supervisée par le secrétaire général du MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, et la directrice générale du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Madame Aïcha Farah. Plus généralement, cette initiative Code Week vise à offrir aux jeunes les compétences numériques dont ils ont besoin pour réussir au XXIe siècle et contribuer activement à l'essor économique de l'Afrique. C'est aussi l'occasion pour les enseignants de maîtriser cette technologie et de découvrir l'intérêt du Scratch pour leurs élèves à la programmation. Rappelons que l'atelier des formations des formateurs au logiciel Scratch prépare une série de formations dans les écoles publiques dans le cadre de la semaine africaine du codage. Des enseignants et sciences et d'informatique vont prodiguer cette série de formations dans les établissements scolaires. La 3e édition de la semaine l'Africa Code Week est un projet unique en son genre qui vise à former nos jeunes Djiboutiens à la programmation informatique en apportant l'accompagnement dans l'apprentissage de cette nouvelle langue vivante qu'est le code. Aujourd'hui, c'est de montrer aux enseignants l'intérêt du Scratch qui est destiné à nos jeunes élèves dès l'âge de 8 ans sur toute la République de Djibouti. Pour cela, je demande à tous nos enseignants de s'auto-former sur ce logiciel Scratch afin de ne pas bugger devant les élèves au moment où ils expliquent ou ils forment. Merci. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier de formation sur la technique des régulations du secteur de l'énergie, organisé par le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles et présidé par son secrétaire général. Cet atelier auquel étaient conviés durant 3 jours des cadres des différents départements ministériels et les représentants du secteur privé avait pour objectif de sensibiliser les responsables nationaux sur les enjeux ainsi que les avantages d'établir un code de régulation du secteur énergétique pour le développement durable de notre économie, pour l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens et en ce qui concerne la mise à disposition d'une énergie abondante, accessible à moindre coût. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Mohamed Kiliwaïs. De la tenue de cet atelier technique est fort opportun pour notre pays, car les résultats qui se sont dégagés sont décisifs pour l'affinement de notre politique énergétique qui est déjà bien définie pour les décennies à venir.
Donc cet atelier a permis, entre autres, de sensibiliser les responsables nationaux sur l'importance et les avantages d'établir un cadre de régulation du secteur de l'énergie pour le développement durable de notre économie et pour l'amélioration des cadres de vie de nos concitoyens. Sur l'abordabilité de l'électricité, mais aussi pour l'attractivité de notre secteur privé et la diversification d'exploitation de nos ressources d'énergie renouvelable. Chers invités, ces travaux, avec l'expert de la COMESA et tous les intervenants, dont je tiens au passage de les saluer et de les féliciter encore une fois, le partage avec les responsables et les cadres djiboutiens de leur savoir-faire et leur expérience qui ont déjà fait leurs preuves dans plein d'autres pays de la zone et ailleurs dans le monde. Après donc la première journée de prise des contacts, la rencontre entre les entrepreneurs djiboutiens et les forces françaises stationnées à Djibouti a porté cette fois-ci sur le secteur des infrastructures et les BTP, les bâtiments et travaux publics. L'organisation d'une telle journée avait pour objectif de rapprocher davantage l'armée française avec les entreprises djiboutiennes afin que ces dernières puissent exposer leurs activités. Il s'agissait d'un moment d'échange et de partage sur les pratiques, les procédures et les contraintes, les savoir-faire et les propres contraintes des entrepreneurs djiboutiens. L'actualité dans les régions de l'intérieur, dans le cadre de sa prise des contacts, le nouveau préfet de la région d'Ali Sébié, Moussa Adan Migane, s'est rendu dans la journée du mercredi dernier dans la localité de Assamo. Le préfet de la région d'Ali Sébié s'est rendu tôt dans cette localité agro-pastorale accompagnée d'une forte délégation composée de son premier adjoint, Mohamed Humad, du commandant de chef des corps de l'armée Bias par intérim, de la compagnie régionale de la gendarmerie, le lieutenant Abdillahi Ali Rayale et d'autres personnalités. La population de cette localité agro-pastorale lui a réservé un accueil chaleureux. Le sous-préfet de Ali Adé, M. Shaban Dahir, a ouvert donc les séries de discours. Il a vivement souhaité la bienvenue au nouveau préfet de la région Assadjoug. Les locales et les femmes agriculteurs de cette localité ont amplement fait connaissance avec le nouveau préfet Fathia Idli Doubed. La responsable de l'entreprise Halgen ainsi que les agriculteurs ont exposé au préfet Moussa les différentes productions. A dit qu'il, cette fois, une équipe de l'agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, avec à leur tête son directeur général, Mahdi Mohamed, s'est rendu dans la ville de l'Unité ce week-end pour une mission de rencontre avec le nouveau préfet et le président du conseil régional. Une délégation reçue par le préfet de la région, Adan Dalal Moussa, et le président du conseil régional de la ville de l'Unité, Abdurrahman Younissare, qui s'est entretenu dans la salle de réunion de la préfecture. Les principaux objectifs de cette mission consistaient donc à informer et sensibiliser les autorités locales sur les différents projets qui sont mis en œuvre par l'agence djiboutienne de développement social afin que ce dernier s'implique davantage dans le processus d'exécution des projets. Dans la journée du week-end, jeudi 10 octobre, la salle de réunion du conseil régional d'Obok a abrité une importante assise consacrée à la préparation de la journée mondiale de l'alimentation célébrée chaque année planétairement tous les 16 octobre. On prépare à la réunion et coprésidée par le préfet Abdelmalik Mohamed Bonouita, M. Mohamed Humad Ismail, président du conseil régional, les élus locaux, les responsables des services déconcentrés. La rencontre fut l'occasion aux autorités de sensibiliser les participants et à recueillir leurs avis et recommandations pour garantir un meilleur succès à cette journée qui sera consacrée cette année à la plantation de 100 000 arbres sur l'ensemble du territoire national. Dans leurs interventions respectives, le préfet et le président ont exhorté les participants à se mobiliser et apporter leur contribution. Donc on prévoit en 2020 de planter 1 million d'arbres. Donc pour cette année, et pour cette journée, c'est une réunion préparatoire. Et on fera après un tour de table après que le préfet aussi aura intervenu. Et nous voulons également avoir vos réactions,
vos points de vue, pour que cette journée se passe dans la meilleure des façons possibles. Et les établissements publics aussi qui sont là, c'est pour ça qu'on a convié ici à cette table la gendarmerie, la police, la santé, l'éducation, les organismes qui sont là aussi. Donc on va échanger. Et donc c'était ça l'objet de mon intervention. Je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutons donc à présent le discours du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta. Il y a le 16 octobre. Donc, quelle sera aujourd'hui la question qu'on se pose? Comment on va s'organiser pour cette journée? Ça, c'est pour la journée. Mais comment pérenniser surtout cette action? C'est l'objectif. C'est comment pérenniser? Quelle sera notre contribution? Qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble? Quelle est la meilleure stratégie à adopter pour qu'on puisse avoir une ville propre, mais également une ville verte. L'objectif du gouvernement, pour cette année, c'est d'avoir, comme disait le président, 100 000 arbres et pour toute la République de Djibouti. Donc, on veut avoir notre quota et nous placer parmi les premières régions de toute la République de Djibouti. Ça, c'est notre défi. Et pour faire ces défis, c'est une réflexion, c'est un partage. Il faut que chacun s'approprie. Il faut que chacun puisse nous dire aussi qu'il y aura non seulement l'apport ou la contribution du ministère de l'Agriculture, mais également nous ici, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme contribution, à quelle hauteur on peut faire, les matériels dont on aura besoin, quels seront tout d'abord les matériels dont on aura besoin et quelle sera la contribution de chaque partenaire qui se trouve ici. Que ce soit des matériels physiques ou d'autres, s'ils peuvent participer, la société civile et la communauté vont participer certainement pour nous aider à ce que cette ville soit, Inch'Allah, une ville verte. Et dans notre dossier de ce soir magazine, nous parlerons du Godoria, la ville, donc cette localité qui est considérée comme la plus belle mangrove de Djibouti. Ce labyrinthe de canaux et de racines de palutuviers est un oasis grouante où cohabitent des dizaines d'espèces animales et végétales. L'équipe du PRAREV a réalisé les travaux suivants, à savoir le reboisement de 20 000 plantes de propagule, de rhizophéra, le nettoyage de 9 hectares de bois mort, la fixation mécanique de 2500 linéaires de dunes et l'ouverture de 1500 mètres de canaux d'infiltration de l'eau de mer. Explication. L'importance de la protection de l'environnement. Dans le cadre de la réalisation d'un développement durable dans notre pays, le gouvernement djiboutien a initié par le biais de son ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage, de la pêche et des ressources halieutiques, le PRAEV, programme d'appui à la vulnérabilité des zones de pêche côtière, dont l'une des composantes a été la restauration des mangroves de Godoria dans la région de Bok. En effet, cette mangrove qui est la plus importante dans notre pays en termes de superficie, 240 hectares, et de ressources forestières halieutiques connaît une dégradation importante ces décennies. C'est pourquoi l'équipe du PRAEV est intervenue pour exécuter les travaux de restauration de la mangrove de Godoria. Pour plus ample précision, écoutons Mme Beydan Mohamed Mir, coordinatrice du PRAEV. À la restauration de la mangrove, il faut donc voir ça comme une activité qui est exécutée à travers la première composante de notre programme, l'appui à la résilience des habitats et du profil côtier. Nous avons estimé très important de travailler sur la mangrove de Godoria, principalement pour notre projet, parce que c'est la plus grosse mangrove à Djibouti, qui est aussi la plus luxuriante, la plus belle mangrove, comme vous le savez. Ce site connaît une détérioration qu'on a pu voir à travers une analyse à distance, à travers des images satellitaires sur les 10 dernières années. Donc cette dégradation que nous avons constatée a justifié un peu l'intervention de notre programme. L'objectif étant de restaurer au mieux à travers différentes activités afin de rétablir cet écosystème qui est un écosystème très important pour la production. Comme vous le savez, la mangrove, c'est un peu les pépinières, non? Et donc pour le secteur de la pêche, c'est très très important de la maintenir, de la préserver et de la restaurer. Ce projet a été financé par le FIDA ASAP
sans toutefois négliger l'intervention du PAM qui a mené une action Vivre contre travail dédiée aux ouvriers tout au long de cette opération. À signaler également la contribution précieuse de la préfecture et du conseil régional de Bok pour leur soutien logistique et administratif. C'est-à-dire que leur implication mérite d'être saluée quant à leur attachement à la forêt de Godoria, un site touristique d'une importance capitale pour la région de Bok. À ce jour, l'équipe du PRAEV a réalisé les travaux de reboisement, de propagule, de rhizophéra, le nettoyage de 9000 hectares de bois, la fixation mécanique de 2500 linéaires de dunes et l'ouverture de 1500 mètres de canaux d'infiltration de l'eau de mer, comme en témoigne le président du conseil régional de Bok. Les autorités de la région, nous puissions vraiment convaincre la communauté, mobiliser les gens pour qu'ils viennent vraiment travailler ici. Donc dans ces cadres-là, dans les gens, la communauté, donc à travailler pour la restauration de cette mangrove-là. C'est un travail vraiment titanesque qu'ils ont fait. J'ai dit ça parce qu'ils ont travaillé aussi donc avec les mains, comme on dit. Donc il y a énormément de travail qui a été fait. Il y a beaucoup de travail qui a été fait parce qu'il fallait d'abord déjà faire sortir tous les bois morts de cette forêt-là. Ça, c'est une chose. Et après aussi, il fallait faire les répiquages. Parce que vraiment, la restauration, c'est ça. Je dirais au ministère de continuer parce que là les communautés sont conscients au début, ils sont conscients de, vous savez, les potentialités halieutiques et touristiques de la région de Bok sont énormes. Donc la mangrove, si la mangrove est préservée et restaurée, c'est pour cela que la communauté est consciente que s'il y a des visiteurs, c'est parce qu'il y a la mangrove aujourd'hui. C'est ça en fait ce qui va nous réjouir. Parce que là, ils comprennent vraiment la portée de la... Quant au nouveau préfet de Bok, fraîchement nommé, se déclare favorable à la continuation des travaux du PRAEV. Et qu'il n'y ait pas de relance de la part du gouvernement, de la part des partenaires qui ont certainement financé ce projet. La sollicitation et le souhait de la région serait qu'on puisse continuer ce projet afin que la population puisse s'approprier totalement et qu'il puisse continuer cette activité, s'approprier premièrement des techniques, les techniques de préservation des mangroves, les techniques de comment produire, comment faire en sorte qu'il y ait d'autres, les espèces qui sont là, comment faire en sorte qu'ils puissent se développer. En somme, il est impératif de continuer ce genre de travaux pour la préservation de ce beau site de Godoria. C'est pourquoi il faudra plus d'implication de la part des décideurs politiques et de partenaires au développement pour la pérennisation de ce type de projet. Nous parlions donc à l'instant de forêts de prosopis, mais des forêts, il n'y en a pas que sur Terre, les forêts semi-aquatiques qui font l'attraction des touristes, pullulent sur nos côtes, des lieux d'habitat naturel très importants pour l'écosystème et la biodiversité. Il suffit de s'y promener pour apprécier donc la beauté de ces forêts de la mer. Il s'agit des forêts de mangrove. Certaines d'entre elles dépérissent. Pourquoi? Les explications dans ce reportage. D'un groupement de végétaux principalement ligneux qui se développent dans la zone de balancement des marées des côtes basses des régions tropicales. Les 4 principales zones de mangroves à Djibouti, d'abord à l'ouest de la ville, le long de la côte, une forêt en danger de disparition à cause de la proximité de la ville. Les îles Moucha, Godoria à 25 km au nord de Bok, considérée comme la plus belle mangrove de Djibouti. Horangar et Rassian entre Obok et la frontière érythréenne. Ces véritables zones d'habitation à forte densité, ces forêts mi-aériennes, mi-amphibies sont essentielles pour la faune sous-marine et insulaire comme les oiseaux, les crabes, les rats ou encore les insectes. L'entrelac des racines des diverses espèces de palétuviers est une source de nourriture inépuisable, un lieu d'habitat et de reproduction naturelle pour les poissons. On compte à Djibouti 4 espèces de palétuviers, ces arbres qui développent 1000 astuces pour survivre.
La mangrove est souvent définie comme étant l'ensemble de la végétation composée essentiellement de palétuviers qui se développe dans la zone de balancement des marées des régions littorales intertropicales. La mangrove colonise des zones alimentées en eau douce et à l'abri des courants marins comme les estuaires, les systèmes lagunaires, c'est-à-dire des zones calmes et peu profondes. On peut distinguer 3 types de mangroves. Les mangroves côtières qui ont la particularité d'être mobiles en fonction des déplacements des bancs de vase qu'elles colonisent. Les mangroves estuariennes, fixes, situées à l'embouchure et dans les deltas de fleuves. Et enfin, les mangroves de récifs coralliens. Le terme générique de palétuvier désigne tout arbre ou arbuste capable de s'adapter à une vie en eau saumâtre peu profonde. La végétation spécifique de la mangrove dispose de mécanismes physiologiques adaptés à des conditions de vie très difficiles. La mangrove est l'un des écosystèmes les plus productifs du monde. Elle serait aussi productive que la forêt tropicale humide. 1 hectare de mangrove représente 300 tonnes de matière organique sèche et en produit environ 15 tonnes par an. Les forêts de mangrove couvrent au total environ 700 à 800 hectares et se trouvent actuellement en régression sous les pressions des interactions des facteurs naturels et celles dues aux activités de l'homme. En l'absence de sources d'énergie d'un coût abordable, le bois des mangroves est utilisé comme bois de feu par les communautés vivant près du littoral. À cela s'ajoutent les années de sécheresse qui ont engendré un afflux de nomades en nombre croissant dans la zone du littoral. En certains points, leurs chameaux paissent sur les mangroves. Outre l'intervention directe de l'homme avec la coupe de bois pour faire la cuisine, construction des huttes, le développement urbain apparaît aussi comme un facteur de dégradation important des mangroves autour de Djibouti-Ville. Si on n'adopte pas dès maintenant une certaine sagesse écologique dans l'exploitation des mangroves, on encouragera leur destruction ainsi que celle de multiples espèces qu'elles abritent, plus vite que le taux de régénération naturelle le permet, et ceci engendrera un déficit de biodiversité. Djibouti, avec ses importantes zones côtières et ses diverses conditions naturelles, sociales et économiques, a commencé à travailler sur la gestion intégrée des zones côtières depuis 2004. Le ministère de l'Agriculture est en passe de lancer un vaste programme pour la préservation de ces forêts. Un mot de sport pour clore l'actualité nationale avec l'arrivée de l'équipe nationale à Gambie pour le match retour. Les Requins bleus de Djibouti sont arrivés à l'aéroport international de Banjul. Ils ont été accueillis par la Fédération gambienne de football. Ils ont donc fait les premiers entraînements au stade où ils les accueilleront le match retour face à la Gambie. Délégation conduite par le président de la Fédération djiboutienne de football, M. Suleiman Hassan Wabali, composé de 34 personnes. Cette formation a été consacrée et organisée un jeu offensive, constructive pour dominer l'adversaire comme ils l'ont fait au match aller ici même avec un style de jeu à la catalane. Les Requins bleus ont fait un match exceptionnel sur le score de 1 but partout. Ils ont marqué à la 60e minute avant d'être égalisés à la dernière minute. À travers ces messages, je remercie la population djiboutienne pour leur soutien indéfectible qu'ils ont démontré lors du match aller qu'on a joué chez nous. Et on espère la continuité et on espère faire de l'exploit ici aussi, comme on l'a fait en Eswatini. En nouvelle du monde, cette fois en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma va être jugé pour corruption. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma sera jugé pour corruption dans une vieille affaire d'armement impliquant le groupe français Thales. Jacob Zuma, au pouvoir de 2009 à 2018, avait demandé l'abandon des poursuites, s'estimant victime d'une chasse aux sorcières lancée il y a 20 ans dans une rocambolesque affaire de vente d'armes. L'ancien chef d'État est soupçonné d'avoir touché 4 millions de rands, soit 260 000 euros de pots de vin du groupe de défense Thales à la faveur d'un contrat d'armement près de 4 milliards d'euros conclu en 1999.
Et cette guerre commerciale, où je vous le dis en titre, avec cet accord partiel conclu entre la Chine et les États-Unis. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est-elle sur le point de connaître une période de détente? Le président Donald Trump a annoncé vendredi qu'un accord commercial partiel avec la Chine avait été conclu. La Chine s'engage notamment à acheter des biens agricoles pour 40 à 50 milliards de dollars par an et à ouvrir davantage son marché aux sociétés américaines spécialisées dans les services financiers. Voilà donc pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.